Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'actualité. Au sommaire, notamment Nyon qui octroie finalement la bourgeoisie à Salvatore Scagno, mais pas à son épouse. Le projet de Grande Jetée qui se concrétise à Nyon, Coppet qui revoit son cœur historique et enfin une rencontre avec la famille Cuvite qui a ouvert sa boucherie-épicerie à Trélay. Le cas des époux Scagno fait grand bruit dans les médias. La commission de naturalisation de Nyon avait suspendu la demande de naturalisation malgré leur intégration évidente dans la commune. Hier, mercredi, la municipalité de Nyon a finalement décidé d'octroyer la bourgeoisie de Nyon à Salvatore Scagno, mais pas à son épouse, Maria, dont les connaissances ont été jugées insuffisantes. Avec nous, Salvatore Scagno, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. On va juste rappeler les faits. Vous auriez pu obtenir une naturalisation facilitée, mais vous avez souhaité, par solidarité avec votre épouse, suivre le processus habituel. Un premier élément, M. Scagno, par rapport à la décision de la municipalité hier, donc de vous octroyer la bourgeoisie à vous et à vos enfants, mais pas à votre épouse. Alors écoutez, déjà, je suis heureux pour mes enfants, surtout pour eux, parce qu'ils n'avaient rien à voir dans cette histoire. Je suis content que la commune ait fait 50% du chemin, mais il reste encore un bout. Et je suis vraiment navré et un petit peu scandalisé de la situation, c'est que mon épouse a fait les frais d'un compromis politique. Et ça, c'est inacceptable. On a complètement oublié son intégration. Disons, je l'ai souligné plusieurs fois, c'est que j'ai demandé aussi au syndic d'arrêter de faire de la politique, mais de faire du droit. Et ça, c'est inacceptable. Alors, dans vos propos, il y a plusieurs éléments. Donc, pour vous, en fait, votre épouse est victime, entre guillemets, d'une décision politique, avant tout. Oui. Pourtant, la municipalité est très claire sur le fait que, selon la commission, elle n'avait pas les connaissances suffisantes pour cet examen. Alors bon, selon les notes d'audition, il en ressort qu'au niveau de la langue, très bien. L'intégration, qu'elle soit sociale, culturelle, le travail, les us et coutumes, très bien. Donc après, il y a eu peut-être quelques questions à laquelle elle n'a pas pu répondre, mais il ne faut pas oublier dans quelles circonstances elles ont été posées. Posées par des seigneurs locaux qui ont pris leurs aises et puis qui ont méprisé en fait mon épouse. Et tout ça couronné par des gags, par des hochements de tête, donc un non-respect des personnes. Donc, des seigneurs locaux, je vous cite, qui ont méprisé votre femme, c'est des mots très durs. Oui, mais c'est ce qu'a subi mon épouse lors de cette audition était humiliant. Je veux dire, elle a quand même subi une pression et c'était, même quand elle répondait juste à une question, on avait à redire là-dessus. Donc ça vous déstabilise et puis on arrive après à ces résultats. Donc, pourquoi avoir refusé une nouvelle audition, qui était proposée d'ailleurs, après ce premier refus ? Parce que c'était inacceptable pour nous. Avoir été traité de la sorte, pour nous, c'était inimaginable de repasser devant cette commission. Alors aujourd'hui, la procédure judiciaire, elle est en cours auprès du tribunal administratif à Lausanne. Vous attendez évidemment que la décision du tribunal casse potentiellement celle de la municipalité. Ce qui se passe, c'est qu'on a reçu hier la décision formelle de la commune. Donc, suite à cette décision, je dois rencontrer encore notre avocat pour en discuter. Mais il y a de fortes chances que nous allions, pour mon épouse, au tribunal administratif. Votre avocat, c'est Maître Maton-Berger, député socialiste. Est-ce qu'il y a aussi un objectif politique, peut-être, dans votre démarche ? Non, j'ai sollicité Maître Maton-Berger pour ses compétences, c'est pas pour voilà, exactement. Je laisse la politique à la commune. Alors je le disais, évidemment, vous êtes bien passé pour le savoir, cette affaire a fait grand bruit dans les médias, même en Suisse alémanique, on en a parlé. J'imagine que vous avez reçu beaucoup de réactions, de retours de gens. Le président de la Confédération, Alain Berset, notamment, vous a écrit tous ces messages. Quel est votre ressenti sur ces réactions ? On a été vraiment extrêmement touchés par la gentillesse et puis l'empathie de ces personnes qui ont compris la situation. Donc même après les articles du Tagesanzeiger, on a reçu aussi des courriers de soutien. Donc on est vraiment
très, très heureux et ça nous a touchés. Ça nous encourage aussi à continuer pour dénoncer cet état de fait. Donc, par la force des choses, en fait, vous faites du militantisme sans même forcément l'avoir cherché. Non, on n'est pas à faire du militantisme, mais on cherche simplement à dénoncer une habitude de cette commission. On n'a pas ressenti quelque chose de personnel lors de l'audition, mais plus une habitude, une manière de faire. Et c'est surtout ça qu'on veut dénoncer. Vous me le disiez en préparant cette interview, que vous disiez, avec ma femme, on est monsieur et madame, tout le monde. L'anonymat vous est cher. Donc là, en fait, si je comprends bien, le fait que vous soyez présent sur ce plateau, dans les médias, c'est à contre-cœur. Disons que oui, c'est la conséquence. Après, on a pesé le pour et le contre quand on a pris la décision de dénoncer le cas, mais c'était pour nous... l'humiliation a été trop forte. Donc on a préféré dénoncer ce cas. On savait, et maintenant il est évident que nous habitons à Nyon depuis 10 ans et personne n'a jamais entendu parler de nous. Nous sommes vraiment des personnes... nous sommes madame et monsieur tout le monde, donc avec nos activités, nos amis. Donc c'est clair que le souhait de retourner dans l'anonymat... Et là, oui. Une dernière chose, on a bien compris que vous êtes remonté contre cette décision que vous jugez comme une décision politique. Quel message aujourd'hui vous souhaitez faire passer à la municipalité de Nyon ? J'aurais espéré un peu plus d'élégance envers mon épouse, parce que là, quand on voit même dans le communiqué de presse que c'est la 2e personne sur 700, je veux dire... Dont la bourgeoisie a été refusée. Voilà. Donc, je ne sais pas, je me suis posé la question, peut-être la commune a une information que je n'ai pas sur mon épouse et puis qu'elle est un danger pour la sécurité intérieure du pays. Mais je veux dire, c'est juste une 2e humiliation. Salvatore Scagno, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le conseil communal de Nyon a accepté lundi le crédit de réalisation proposé par la municipalité, un demi-million de francs qui doit permettre la création d'un espace convivial sur les rives nyonnaises. Florian Cavalieri. Vous êtes le rapporteur de majorité sur le projet Grande Jetée, un projet qui a été accepté ce soir, j'imagine, à votre plus grande satisfaction. Tout à fait. Malheureusement, c'était peut-être pas le très grand storm, mais c'est quand même bien accepté. Et ce projet va vraiment être un très beau sujet pour la ville de Nyon. Enfin, la Grande Jetée, on va le mettre en valeur. Et je pense que ça va attirer pas mal de monde. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet municipal ? Le fait déjà de faire quelque chose, vu un peu par mon métier de la base horticulteur, qu'on fasse quelque chose dans un site qui est en plein potentiel. Maintenant, enfin, on va le réaliser. Et le projet, il est séduisant parce qu'il recrée un paysage adapté au lieu. Il y avait un rapport de majorité, un rapport de minorité. Votre regard sur ce rapport de minorité ? J'ai vu de meilleurs rapports de ma vie. Celui-là était mal fichu, puis il parlait beaucoup de sujets de dangerosité annexes au sujet même. On parlait de la baignade, alors que ce n'est pas un projet de baignade. On a parlé de rats. Il y a toujours des rats dans les bords de l'eau. Puis on a parlé d'arbres qui tombaient dans la ville, puis de la circulation automobile, alors qu'on aménage un site en dehors de ces zones-là. C'était un rapport qui ne touchait pas le POC, quoi. On a déjà vu mieux. C'est vous qui avez signé le rapport de minorité concernant la Grande Jetée. À votre sens, pourquoi ne fallait-il pas réaliser cet aménagement ? Je pense que le projet était mauvais et il était orienté politique. Je pense qu'il y a des politiciens qui veulent faire ce projet pour arriver en fin de législature et dire nous avons fait ça. Et en fait, c'est un projet qui aurait dû être analysé pour lui-même. Et effectivement, il n'apporte pas grand-chose, s'il n'est du sable et des pilotis. Il y a aussi une question de grue, cette grue qui est dédiée à sortir les bateaux de l'eau. Alors je pense que ça c'est un grave problème parce que ça va sûrement mal se passer et je conçois mal un port, Nyon qui a un port, sans grue ça va pas marcher, c'est comme un théâtre sans scène. Les Nyonnais vont pouvoir profiter d'un lieu se réapproprier, ce lieu emblématique de la ville. Dès cet été, si tout va bien, il y aura de quoi se mettre au bord de l'eau, apprécier le soleil en plein été. Ça va être extraordinaire.
Conseil communal de Nyon toujours, gauche et droite continuent de croiser le fer concernant l'usine à gaz, avec une question centrale, ouvrir la gestion du site et sa programmation à un autre acteur que l'association de l'usine à gaz. Florian Cavalleri. Merci, Monsieur le Président. C'est vous qui êtes l'auteur de ce postulat intitulé « Mise au concours de la direction et de la gestion de l'usine à gaz ». Que demande ce postulat ? Clairement que la municipalité prenne d'une manière impartiale ce dossier en main, fasse une étude de la gestion, de l'administration, mais également qu'elle étudie l'ensemble des prestations dans le domaine culturel que cette future usine à gaz peut offrir. En gros, ses missions et son champ d'action. Ses missions et son champ d'action, en gardant à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a une association qui existe, tant mieux, mais on doit non plus pas se fermer les yeux. Peut-être d'autres entités sont intéressées à concourir et ça peut-être aussi élargir l'ensemble du spectre des activités et l'ensemble des services qu'on pourrait offrir. Deux rapports, un de minorité, un de majorité. Les deux demandaient finalement en renvoi. Pourquoi vous n'êtes pas mis d'accord ? Absolument. Écoutez, il faudra peut-être demander ça à ceux qui ont fait un autre rapport. Cette commission, en fait, était uniquement pour statuer si on renvoyait ou pas ce postulat en municipalité. Nous étions majoritaires à décider que c'était le renvoi à la municipalité qui était important. C'est d'ailleurs le conseil a voté dans ce sens. Moi, j'ai pas très bien compris l'autre rapport non plus, parce qu'en fait, ce rapport, c'était pas pour discuter sur le fond, c'était juste pour discuter si on renvoyait ou non en municipalité. C'est vous qui avez signé le rapport de minorité et apparemment la majorité de la commission ne comprend pas pourquoi vous êtes désolidarisé d'elle. Écoutez, pour deux raisons majeures. La première, c'est que ce rapport de majorité contenait des critiques sur la gestion actuelle de l'usine à gaz. Or, l'association et surtout son directeur qui portait toute la charge de l'animation du lieu, à notre sens, a bien fait son travail. Et puis, dans la conclusion, le rapport de majorité demande qu'un crédit d'étude soit octroyé pour pouvoir voir sous quelle forme quelle forme prendra la direction dans l'avenir quand la deuxième salle sera ouverte. Moi, je pense que ce crédit d'études n'est pas nécessaire. Quel est le problème de fond soulevé par ce postulat ? Écoutez, je vais vous dire, le fond, ça va être maintenant qui va se discuter. Il y a une commission qui va être nommée suite à l'étude que nous fournira la municipalité. Et c'est cette commission-là qui statuera sur la gestion, l'usine à gaz, etc., etc. Voilà, on vient de l'apprendre, la municipalité et les opposants ont trouvé un accord. La deuxième salle de l'usine à gaz va donc pouvoir être construite. Madame Égalité du canton de Vaud est née et a grandi à Nyon. Elle est en poste depuis bientôt 1 an. L'occasion de revenir sur ses premiers pas à la tête du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marie-Belle Rodriguez, bonjour. Bonjour. Alors, après près d'une année, quel bilan pouvez-vous en tirer de ces premiers pas à la tête du bureau ? Alors, un bilan très positif. C'est vrai que j'ai trouvé un bureau de l'égalité, un canton de manière générale impliqué sur les questions hommes-femmes, un grand conseil aussi qui a débattu âprement des lois, mais aussi les ont soutenues avec conviction, notamment 2 lois que nous avons fait passer l'année passée, une loi sur la lutte et la prévention contre la violence domestique, qui a été approuvée à l'unanimité par l'ensemble des forces politiques du Grand Conseil, et puis aussi un ensemble de dispositifs légaux pour le contrôle de l'égalité salariale. Et quelles sont aujourd'hui les priorités, peut-être, ou encore les éléments où il y a beaucoup de travail et d'efforts à fournir sur ces questions ? Alors, sur ces 2 sujets, évidemment, nous avons beaucoup d'efforts il faut maintenant déployer les mesures qui ont été approuvées. Donc la lutte contre la violence domestique. Je souhaiterais rappeler ici que la moitié des homicides qui sont commis sur le canton de Vaud le sont dans la sphère privée, dans le cadre de la violence domestique. Donc pour les femmes, c'est la première cause d'homicide. Bien sûr aussi continuer à travailler sur l'égalité salariale, mais pas seulement, aussi sur une présence consolidée des femmes dans la sphère professionnelle. L'égalité salariale, vous l'avez évoqué, alors la loi est très claire en Suisse. Maintenant, entre la loi et l'application, on le voit dans les faits, il y a toujours une proportion assez grande de différence entre le salaire des hommes et des femmes à compétences égales pour un poste équivalent. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller ? On a le cas dernièrement de l'Islande qui a été très contraignante dans l'application de ces lois. Est-ce que c'est un exemple à suivre ?
Alors je pense qu'il faut les lois qui s'adaptent à la situation sociale d'un pays. Évidemment, la loi islandaise entre dans un contexte où les quotas ou l'égalité sont une réalité depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas le cas en Suisse. On est dans un contexte de la paix du travail, d'une économie libérale. Donc je pense vraiment qu'il faut... Les lois que nous avons actuellement sont des lois adéquates. Il y a 20 ans, on a approuvé la loi sur l'égalité, qui garantit un certain nombre de droits aux hommes et aux femmes. Maintenant, effectivement, dans la mise en œuvre, il y a peut-être encore passablement de difficultés pour réaliser vraiment l'égalité dans les faits. Il ne suffit pas de voter des lois, évidemment. Oui. Je pense qu'en tout cas, les dispositions que nous avons adoptées sont un bon pas. Et un sondage aussi qu'a fait il y a quelques années le Centre patronal démontre qu'une grande majorité, les 3/4 des entreprises qui ont été interviewées, sont plutôt favorables à l'analyse de l'égalité salariale en leur sein. Donc un certain pragmatisme. Vous avez cité chez nos collègues du temps que la Suisse, vous l'avez dit, est l'un des pays européens où la ségrégation des sexes est la plus marquée dans la sphère professionnelle. C'est assez fort. Ségrégation des sexes. Malgré les chiffres que vous nous donnez ici, c'est qu'on est encore, semblerait-il, à des années-lumière d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Effectivement, on observe que les femmes se concentrent dans certains secteurs lorsqu'elles exercent une activité professionnelle et qu'il y a encore des secteurs fortement masculinisés. Pour vous donner un exemple, dans les choix des jeunes hommes et des jeunes femmes, pour les garçons, lorsqu'ils font un choix en apprentissage, la moitié des jeunes choisissent entre 10 filières professionnelles, alors que pour la même proportion de femmes, la moitié des jeunes femmes, elles font le choix entre 3 à 4 filières. La participation à la vie publique des femmes est aussi un sujet qui est important pour vous. On a appris dernièrement qu'à Genève, dans le cadre des élections cantonales, il y a une liste 100% féminine, hors des couleurs politiques, qui s'est créée. Votre regard et votre avis là-dessus? Alors j'ai un avis partagé là-dessus. L'effet intéressant, c'est qu'on parle du problème de la sous-représentation des femmes dans la sphère politique, comme dans d'autres sphères. On a en moyenne, bien sûr ça dépend d'un canton, ça varie d'un canton à l'autre, on a environ un tiers des législatifs qui sont des femmes. Donc c'est important qu'on mentionne ça, qu'en dépit de la progression de la présence des femmes dans la société en général, et alors que les femmes représentent à 51% de la population. Donc le message là, il est important. C'est très positif. Mais... Maintenant, je ne suis pas convaincue nécessairement de cet amalgame. Je pense qu'être une femme, ce n'est pas une démarche politique en soi, qu'il y a des femmes politiques de droite, de gauche, et que ce que propose une femme politique en termes de vision de la société, ce qu'elle propose de mettre en œuvre, ça fait sens. Donc voter une liste exclusivement femmes, je trouve que ça perd un peu de son sens. L'année 2017 a été marquée évidemment par une affaire mondiale, la fameuse affaire Weinstein. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Alors oui, j'observe déjà le fait que ce soit rentré dans le débat public. Je pense qu'à de rares exceptions, les médias l'ont très bien traité, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise en compte de la parole des femmes, alors que normalement le réflexe c'est de questionner, de renverser la preuve, de renverser la causalité. Et de se demander pourquoi une femme serait victime de harcèlement. Là, je pense qu'il y a eu un traitement médiatique en grande majorité positif. Et puis, on en a vu aussi des répercussions, même dans l'hémicycle, au niveau du Grand Conseil du canton de Vaud, où on a vu un certain nombre d'objets politiques qui ont émergé et qui nous ont permis aussi de visibiliser les actions que nous réalisons et de faire finalement entrer pleinement cette question dans le débat public. Une dernière chose, Marie-Belle Rodriguez, rapidement, on parle de l'égalité femmes-hommes. Il y a une question où c'est plus rare certes, mais des hommes parfois se sentent aussi discriminés par rapport aux femmes. C'est le cas notamment dans les cas de divorce, où on voit que la garde des enfants est en grande majorité accordée aux femmes. C'est un élément qui est normal selon vous, ou est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Alors, nous appelons le bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'égalité, évidemment. Donc, un rapport beaucoup plus équilibré. C'est vrai que la majorité de nos interventions sont axées sur les femmes parce qu'actuellement, il y a un retard historique à rattraper. C'est vrai que nous venons de loin, 1971, droit de vote des femmes. Vous rappelez que ça coïncide avec la date de votre naissance. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est vraiment
c'est quelque chose de relativement récent. Il n'y a qu'une génération qui a voté jusqu'à maintenant. Donc, il est important que l'on vise cette égalité. Donc, ce n'est pas une priorité pour vous, cette question-là, par exemple? Alors, dans le programme de législature du canton de Vaud, nous avons établi une des priorités, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Au niveau aussi de l'administration cantonale, on recherche aussi des solutions justement pour permettre plus de flexibilité, que les hommes aussi accèdent au temps partiel, que les hommes s'impliquent aussi dans la sphère privée. Et je pense qu'il en ressortira qu'au niveau, lorsqu'on confie la garde, la logique voudrait, la loi veut qu'on fasse une garde partagée, donc qu'il y ait égalité. C'est vrai que dans la pratique, c'est peut-être moins le cas. Je pense que toutes les démarches visant à une plus grande implication des hommes aussi dans la sphère privée nous permettra d'avoir un équilibre et donc pouvoir corriger aussi ces asymétries. Marie-Belle Rodriguez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous le disais en titre, Coppet revoit son cœur historique. Le projet de route de contournement qui devait rediriger les voitures à l'extérieur du bourg est abandonné. Alors, pas question pour autant de ne pas se battre pour préserver la vie du village. Alors, que faire pour répondre aux problèmes de mobilité? Les pistes de travail du syndic. À Coppet, après un vote populaire validant la stratégie cantonale de requalification de la route du lac entre Mie et Founet, il s'agit désormais d'envisager la traversée du village. Lundi soir, la municipalité présentait aux conseillers ses avancées dans le dossier, avec notamment le projet de construction d'un parking souterrain à l'ouest du village sur les parcelles du Châtelain. L'idée, effectivement, c'est d'avoir 3 parkings souterrains. Là, je vous parle d'un horizon temporel que peut-être vous et moi ne verrons jamais, mais enfin, en tout cas, dans un premier temps, on a commencé les travaux sur l'étude d'un parking souterrain à côté Genève, cette fois, puisqu'on avait un vote pour côté Lausanne, mais pour différentes raisons liées à la loi sur l'aménagement du territoire, ce projet va être retardé. Les accords ne sont pas signés, mais disons, on a eu une discussion avec les propriétaires qui sont d'accord de travailler avec nous. L'idée pour nous, c'est de construire un parking souterrain qui permettent en fait de soulager les parkings dans le bourg, mais qui permettent aussi, on va dire, une attractivité supplémentaire pour le château. Donc on va étudier avec l'aide des propriétaires. C'est une évidence pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais aujourd'hui on a des statistiques qui montrent qu'en limitant le gabarit de la route, c'est-à-dire qu'en le réduisant, les voitures roulent moins vite. Et donc si les voitures roulent moins vite, il y a moins de danger pour la population. Il y aura plus de place pour les piétons, ce qui n'empêche pas que ce sont des bordures franchissables. Donc évidemment, comme le gabarit est plus étroit, il y a quand même un certain nombre de véhicules. Coppet fait partie de la route pour les convois exceptionnels, donc il faut évidemment qu'ils puissent traverser. Mais la réalité, c'est qu'il y aura plus d'espace pour les piétons puisque les trottoirs sont beaucoup plus larges. Et puis la vie sous les arcades, aux abords des arcades, va évoluer vers quelque chose de plus social. Les autorités ont pris la décision de dire si on fait la traversée du bourg de manière à permettre aux voitures de passer, aux piétons de cohabiter, on n'a plus forcément besoin aujourd'hui, dans le contexte d'un contournement. Donc l'idée, c'est d'abandonner l'emprise, ce qui n'empêche pas que peut-être dans quelques décennies, les autorités décideront malgré tout de faire un contournement, mais pas forcément sur cette emprise qui est définie aujourd'hui. On reste à Coppet, où le conseil communal a refusé lundi un crédit supplémentaire de 718 000 francs pour la rénovation de l'administration communale, soit une hausse de 24% d'un budget qui avait déjà été revu à la hausse. C'était en 2013. On retrouve Gérard Produit au micro de Rodolphe Henner. L'administration communale de Coppet, elle est toute belle, toute neuve, mais elle a coûté cher, du moins plus cher que prévu. Lundi soir, la municipalité demandait un crédit complémentaire de 718 000 francs pour éponger les dernières factures, faisant passer le montant total à 3,7 millions. On a eu de nombreuses mauvaises surprises. Une volonté aussi d'avancer et de faire les travaux rapidement parce que c'est énormément de nuisances sur des durées qui sont extrêmement longues. Et chaque jour de construction, c'est des frais supplémentaires par rapport à la grue, par rapport aux échafaudages. Donc on a pris un certain nombre de décisions pour avancer rapidement. Mais effectivement, il y a eu des travaux complémentaires qui ont été demandés. Puis il y a des travaux qui sont la conséquence de mauvaises surprises. Que le préavis soit refusé ne change pourtant pas grand-chose à la donne, puisque les factures ont déjà été payées. Il s'agit donc avant tout d'une conséquence politique.
C'est plutôt un poids moral. On aurait aimé que le Conseil valide ce préavis de manière à ce que on ait le sentiment d'avoir été compris dans la manière dont on a géré le dossier. Aujourd'hui, le Conseil l'ayant refusé, on prend acte. Ça a des conséquences politiques finalement. Voilà, une fois de plus, on dira que l'autorité n'a pas fait tout ce qu'elle devait. On a le cuir épais quand on a ce type de fonction et on va faire avec. On a demandé un avis de droit, fait qu'on détermine si effectivement il y avait lieu d'attaquer ou pas les architectes. Et puis cet avis de droit en fait dit que c'est pas forcément judicieux de le faire et que du moment qu'on est content des travaux, que les montants ont été payés, que ça fait déjà pas mal de temps, il y a peu de risques. Il y a beaucoup de risques qu'on paye des frais d'avocat importants pour ne pas avoir grand-chose en retour. Donc en commission, on a pris la décision de ne pas aller plus loin. C'est un fait de plus en plus rare et qui mérite que l'on s'y attarde, l'ouverture d'un nouveau commerce dans l'un des villages du district. À Trélès, celle de la boucherie de la Tour en ravit plus d'un. Elle fait également office de tea room et de petite épicerie. Rodolphe Henner y a rencontré la famille Cuvite. Ce n'est pas tous les jours qu'un commerce ouvre dans un village du district. À Trélès, l'événement est d'autant plus salué que le commerce en question joue la triple carte de boucherie, épicerie et tea room et qu'il est tenu par les membres d'une seule et même tribu, la famille Cuvite, avec le père, la mère, le fils et la fille. Une histoire d'autant plus surprenante qu'avant se trouvait ici un garage. Ça a germé, c'est qu'un jour mon fils m'a dit, qui est boucher, il me dit, papa, ton garage sera un bel emplacement pour faire une boucherie. Alors après 40 ans de métier de garagiste, vu l'évolution de l'automobile, je me suis dit, pourquoi pas. Alors faisons une étude pour faire une boucherie. On transforme la marchandise, on fabrique quasiment tout. D'ici 2 mois, 3 mois, je pense qu'on fabriquera de A à Z de nos produits, chou-bling, saucisses de veau, tout ça, ça sera fait ici à Trélès. Mon frère trouvait ça sympa de pouvoir faire une boucherie à la place du garage. Il a proposé ça à mon papa, du coup on a lancé le projet comme ça. Et moi qui suis gestionnaire de vente à la base, je m'occupe de l'épicerie et du petit café. C'est un grand projet qu'on a eu avec toute la famille, effectivement, transformer un garage en boucherie. Et puis on s'est lancé ce challenge pour faire vivre un peu Trélès aussi. Ah oui, alors on n'a rien sans rien, effectivement, c'est des gros horaires, c'est beaucoup de travail, mais quand on aime, il n'y a pas de souci. On a un petit espace pour les enfants aussi, comme ça les parents ils peuvent venir avec leurs enfants, les mamans boire un petit café avec les enfants. Et puis c'est vrai qu'on est une famille, on a un esprit familial, donc voilà. Il y a beaucoup de monde de Trélès, même des environs qui viennent découvrir et puis qui reviennent. On a ouvert, les gens viennent, on espère qu'ils continueront à venir. Et puis c'est à nous de jouer, de faire la qualité pour que les gens restent. Que les gens restent et qu'ils apprennent le slogan suivant. De la clé à molette au couteau. Voilà, et justement, notre prochaine invitée vient de Trélès. Elle était présente d'ailleurs à l'inauguration de cette boucherie. Danielle Hertz, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes la présidente de l'association Trélès Roumanie. Vous organisiez samedi dernier la 20e soirée fondue en soutien au village roumain de Galatas. Cette association, donc on le comprend, ça fait 20 ans qu'elle existe. Elle est née dans le sillage de l'opération Village Roumain. C'était au début des années 90. Et donc il y a plus de 20 ans, près de 13 000 villages de Roumanie étaient menacés de destruction par le régime de Ceausescu. Et il y a un voyage, je crois, que vous avez réalisé, c'était en 1991, qui vous a beaucoup marqué. Oui, c'est exact. Je suis partie avec 3 véhicules, dont une voiture de M. Cuvite, qui nous avait prêté. Et nous sommes partis à 6 personnes, et je ne suis pas rentrée la même. C'est-à-dire ça m'a bouleversée, complètement bouleversée. C'était à 2000 km seulement, mais c'était un autre monde. Qu'est-ce qui vous avait choqué à ce moment-là ? Eh bien, la très grande pauvreté. Ma mère, qui était née à La Sarraz, ses parents étaient agriculteurs du château de La Sarraz, elle me racontait au début de 1900 comment était la vie des paysans dans le canton de Vaud. Et j'ai retrouvé ça en arrivant là-bas.
Et aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, cette association existe toujours. Dans les faits, c'est de soutenir toujours ce même village en Roumanie. Évidemment, j'imagine que les priorités ont changé entre 20 ans en arrière et aujourd'hui. Sur quoi est-ce que vous vous concentrez? Alors maintenant, on a changé totalement. On n'est plus en direction des infrastructures, par exemple, installer des toilettes à l'école, où il y avait 500 élèves qui n'avaient pas de toilettes, les professeurs non plus. On a quitté ce genre de choses. Mais on se concentre surtout sur les bourses d'études pour les jeunes, qui, eux, sont l'avenir d'un pays, en fait. Ouais, et là, on voit justement les images de cette soirée fondue, qui est un peu une institution, hein, disons-le, à Trélay. Aujourd'hui, on peut se dire que, bon, on peut le dire, le mouvement s'est quand même essoufflé depuis 20 ans, évidemment. La Roumanie, bientôt 30 ans, effectivement. La Roumanie, un pays de l'Union européenne, on peut s'étonner quand même de constater qu'un pays de l'Union européenne, dans certains endroits, notamment ce village, il y a encore besoin d'aide humanitaire. Alors oui, les grandes villes, c'est beaucoup mieux. Mais dans les campagnes, c'est vraiment encore très sommaire par endroits. Et Galautaș est un de ces villages, c'est 400 km au nord de Bucarest, dans les Carpates. Et vraiment là, il y a encore beaucoup à faire. Et surtout, par exemple, les personnes âgées et l'histoire des jeunes avec leurs bourses d'études qui leur permettent d'avoir un futur. Là, en l'occurrence, il y a cette soirée fondue, hein, évidemment. Ce n'est pas que... Ça, c'est des images en Roumanie qu'on voit d'ailleurs, j'imagine. Ça, c'est sur place. Ce n'est pas que cette soirée fondue qui vous permet de financer l'association. Il y a d'autres actions, bien sûr, qui sont menées. Absolument. Lesquelles? Alors, il y a les dons, les cotisations, évidemment. Et puis, on a organisé beaucoup de marchés aux fleurs, beaucoup de concerts. Et puis... je fais 3 fois par année un marché aux puces de Nyon. Donc, c'est de l'argent qui est récolté comme ça. Et je crois savoir que vous y retournez une fois par an. J'y vais chaque année, oui. Parce que ça, je pense que c'est le secret. C'est de la continuité. Et quel est votre secret, le secret de votre énergie, Madame Léa, après toutes ces années? Ça, je pense que c'est cette motivation d'aider l'autre, tout simplement. Parce que... oui, j'ai eu la chance de naître ici, et peut-être pas là-bas, mais quelque part, c'est un petit peu mes racines, j'ai l'impression. Alors du coup, on prend déjà rendez-vous pour la 21e soirée fondue, l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Danielle Herse, et bonne continuation. En bref, la 19e édition des Assises européennes de la transition énergétique se tient encore ce jeudi 1er février à Palexpo Genève, soit le plus grand événement jamais organisé par le Grand Genève. Plus de 3000 personnes y participent, parmi eux des représentants des pouvoirs publics, du monde économique et académique ou encore de la société civile. Au menu, transport, urbanisme, agriculture, économie, énergie renouvelable ou encore nouvelles technologies. Florian Cavalleri était sur place au village des exposants avec plusieurs régions et entités présentes. Parmi ces entités, la Maison Vaudoise avec son représentant que l'on va entendre d'ici quelques instants. Vous pouvez y découvrir tout ce que l'on peut faire en fait, dans le domaine à la fois de l'innovation, de la technologie, mais surtout en fait, au niveau des partenariats. Les hautes écoles présentent ici différents travaux de recherche dans le domaine en fait, de l'innovation technologique, les démarches participatives, comment faire avancer la transition énergétique au travers aussi du débat public. La transition énergétique passe par le partenariat entre les différents acteurs en fait, de la société, ça veut dire l'économie, les collectivités publiques, les écoliers également, qui sont là. Donc le réseautage est hyper important, effectivement. Voilà, et parmi les intervenants de ces assises à Genève, Cyril Dion, qui était venu parler de l'impact de son film Demain, un impact qui se concrétise dans le district comme ailleurs avec le collectif Demain la Côte, un collectif qui a lancé il y a 10 jours son premier Repair Café, objectif lutter contre le gaspillage alimentaire et l'obsolescence programmée. Valérie Mosner, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de ce collectif. Comment s'est passé ce premier Repair Café ? C'était un franc succès, au-delà de nos espérances. On a eu 24 objets à réparer. On a pu faire la moitié d'entre eux. Les gens sont repartis enchantés, soit parce qu'ils avaient eu la réparation, soit parce qu'ils avaient eu la conviction que finalement l'objet était bon à réparer, ou ils ont été orientés vers des réparateurs professionnels quand on a pu diagnostiquer que c'était une panne un peu plus sérieuse. Alors, dans ces Repair Café, on vient avec un objet, il y a des bénévoles et on construit ensemble, enfin on répare si possible ensemble, pour qu'il y ait aussi un échange, une transmission. Alors c'est aussi et surtout basé sur un moment convivial où finalement celui qui vient avec son objet apprend aussi à réparer. Oui.
D'ailleurs, on a un petit exemple à faire. Oui, alors il y a des choses très simples. Hein. Là, vous avez un téléphone qui, en l'occurrence, on va dire, ne marche plus. Et vous allez nous montrer qu'en 30 secondes, ou presque, on peut le repérer très facilement. Oui, alors c'est tout simple et ça arrive très souvent finalement. Une télécommande, une calculette, un téléphone, une touche ne fonctionne pas et c'est quand même un peu ennuyeux. Alors il suffit parfois d'ouvrir cette chose en plastique, prendre un simple coton-tige, le tremper dans l'alcool à brûler, nettoyer. Juste de retirer votre main droite, comme ça on le verra mieux à la caméra. Comme ça c'est parfait, voilà. On nettoie les parties qui sont finalement un petit peu sales et le tour est joué. Il suffit juste de ça. Parfois. Alors, toutes les réparations ne sont pas aussi simples. Mais si seulement c'était aussi simple, effectivement. Si seulement c'était aussi simple. Oui. Mais souvent ça l'est, et puis ça évite soit d'en prendre un autre, soit finalement de le jeter alors qu'il est tout à fait facilement réparable. Bon, quand on voit avec cet exemple assez flagrant, ça veut dire quoi, qu'on est un peu fainéant aussi? Surtout, je pense qu'on ne sait pas vraiment où s'adresser. Puis l'avantage du Repair Café, c'est que c'est une ambiance chaleureuse le samedi. On va avec son objet, on repart avec une réponse relativement immédiate. On a un accueil avec des bénévoles qui sont là, pas pour vous vendre autre chose, mais plutôt pour dialoguer avec vous. Donc c'est à la fois convivial et puis on a le service finalement. Et le prochain Repair Café, on a déjà une date? Alors en tout cas, on a des salles déjà. Nyon, certaines associations nous ont déjà contactés. On cherche une salle pour Gland, on en a probablement une pour Prangin. Et puis, puisqu'on a envie de rendre ça régulier, de manière à ce que les gens puissent vraiment prendre rendez-vous, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de bénévoles réparateurs ou des couturiers, couturières, pour qu'on puisse offrir une grande palette de choses. Voilà, le message est lancé. Alors, le collectif a été créé il y a une année à peu près. Il y avait beaucoup d'idées qui étaient venues à ce moment-là. Aujourd'hui, on voit les actions concrètes. Il y a un grand projet. Alors, il y a le Repair Café, mais il y en a un autre. C'est une coopérative solaire citoyenne, Kesako. Alors l'idée, c'est évidemment, on part de la nécessité de la transition écologique et de la faire ici et de retrouver un peu d'autonomie locale sur la production d'énergie. Et puis il y a des gens qui peuvent avoir leur toit solaire sur leur propriété, puis d'autres pas. Donc l'important, c'est de trouver un toit, lequel toit va produire de l'énergie, et puis des coopérateurs qui vont investir pour financer ce toit. Avec des parts sociales possibles dans le photovoltaïque. Oui, alors on va prendre le modèle qui a été déployé sur d'autres endroits en Suisse, en particulier Optima Solar, et on va prendre leur modèle de coopérative fort probablement. Et on en saura plus le 27 février à la ferme du Manoir. 27 février, ferme du Manoir, à Nyon, à 19h30. On va sonder l'intérêt de la population. Voilà, donc il faut être encore un petit peu patient. Et puis un autre projet, toujours dans cette même veine, c'est la mise à disposition de terrains privés pour jardiner, pour pouvoir faire aussi de la permaculture, par exemple. Là, je crois savoir que la commune de Nyon a déjà montré son intérêt sur ce projet. Oui, alors l'important évidemment de travailler en partenariat avec ce que font déjà les communes, que ce soit Nyon, Prangin ou Gland ou les autres de la côte. Il y a un certain nombre de jardins potagers. On cherche des terrains supplémentaires, mais peut-être on va en trouver. Et puis on peut avoir des privés qui ont un jardin, mais personne qui vient jardiner. Et enfin, si on peut trouver des lieux où on peut mettre en œuvre la permaculture, je crois que tout le monde sera gagnant. Voilà, et là aussi, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Valérie Mosner, et bonne continuation. Au revoir. En bref, et pour terminer, des centaines de romans. Ce n'est pas le bon lancement, veuillez m'excuser. On termine avec un animal. Avant de se quitter, quelques images de ce majestueux harfang des neiges décédé le 30 décembre 2014 aux eaux de la Garenne. Le rapace y était arrivé 8 ans auparavant. L'équipe du parc a décidé de le conserver en le congelant. Aujourd'hui, naturalisé, la Garenne en a fait don à l'espace des mondes polaires de Prémanon. Ça se trouve en France. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.